Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme d'un officier de la Wehrmacht en version hiver. Avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une excuse qui vous épargnera l'achat de magazines spécialisés, de livres ou même de faire des recherches sur internet. Je n'ai pas caché volontairement les insignes qui se trouveront dans cette vidéo, ceci afin de rester historiquement fidèle. Pas de politique dans mes vidéos, tout comme j'interdirai tout commentaire qui aurait une visée politique. Si malgré tout cela vous choque, je vous invite à découvrir mes autres vidéos qui n'ont pas l'uniforme allemand. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, je connais beaucoup mais je ne suis spécialisé en rien, donc si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avec vos arguments. Je vais vous présenter des tenues qui auront un camouflage neige. Je suis désolé, le décor n'est pas adapté, je suis en Bretagne, je ne peux pas fabriquer de la neige. Je tiens à remercier tout particulièrement Helm Fabrique, vous retrouverez le lien de sa boutique dans la description. Vous pourrez retrouver ces magnifiques créations en termes de casque allemand. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous épargner une vidéo qui durerait 2 heures et vous retrouverez l'intégralité des composants de cette tenue dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. La bataille de Tcherkassy, à 159 km au sud-est de Kiev en Ukraine, s'est déroulée du 24 janvier au 17 février 1944, qui opposa le groupe d'armées sud composé de 56 000 hommes, 70 chars et canons, contre le premier et deuxième front ukrainien de l'armée rouge composé de 200 000 hommes et 500 chars. Cette bataille est également connue sous le nom de bataille de Korsun. Elle s'inscrit dans l'offensive stratégique de Dniepr-Karpat, ayant eu lieu du 24 décembre 1943 au 17 avril 1944. En janvier 1944, le groupe d'armées sud de la Wehrmacht, sous le commandement du Feldmarschall von Manstein, a fait retraite jusqu'à la ligne Panther-Wotan, une position défensive le long du Dniepr en Ukraine. 2 corps d'armée allemands, renforcés par le détachement de la 8e armée, occupent un saillant qui s'étend sur 100 km à l'intérieur des lignes soviétiques. Au centre de ce saillant, la ville de Korsun, à l'ouest de Tcherkassy. Le maréchal Zhukov se rend compte qu'il peut répéter le même succès que Stalingrad, qui avait détruit la 6e armée de Paulus, en utilisant l'encerclement à l'aide de ces 2 fronts ukrainiens. Le premier front, destiné à anéantir les Allemands pris au piège, quand le deuxième empêchera l'arrivée des renforts. Les Allemands avaient l'opportunité de se replier sur des positions plus sûres, aux requêtes demandées par von Manstein et d'autres officiers, mais Hitler refusa toutes ces demandes de retraite, les troupes restant ainsi exposées aux soviétiques. Et ce qui devait arriver arriva. Le 18 janvier 1944, le premier front du général Nikolai Vatutin, ainsi que le deuxième front ukrainien du général Ivan Konev, attaquent les 2 côtés du saillant et encerclent les 2 corps d'armée allemands. Le 28 janvier 1944, l'encerclement est total et une poche est créée, qui portera le nom de Korsun-Tcherkassy. Staline attend un nouveau Stalingrad, ce à quoi on lui répond « Il ne faut pas s'en faire, camarade Staline, l'ennemi encerclé ne s'échappera pas ». 60 000 hommes sont pris au piège, soit 10 divisions avec 55% de leur effectif et des unités de plus petite taille. Dans ces divisions prises au piège, on retrouve majoritairement des divisions de Waffen-SS qui disposent de 43 chars Panzer III et 4, 2 canons d'assaut et complétés par 27 canons fournis par 2 autres bataillons. La stratégie des soviétiques est de liquider la poche morceau par morceau. À la mi-février, les Allemands ne tiennent plus qu'une poche de 10 km sur 12, attendant le miracle d'une percée du général Hüb. Les secours se mettent en place à partir de début février 1944. Mais Hitler, enfin stratège qu'il est, ironie, impose que cette opération soit transformée en contre-encerclement autour des 2 fronts ukrainiens. La meilleure stratégie aurait été de forcer un côté d'un anneau plutôt que d'en reformer un nouveau, surtout avec la différence d'effectifs. Mais von Manstein se doit de suivre les ordres d'Hitler, pour finalement changer d'avis assez rapidement et échouer dans son attaque à cause d'un changement de météo et de l'enlisement des 27 chars et des 34 canons d'assaut dans la boue. Le 3e Panzerkorps parvient à établir une petite tête de pont le 11 février, et c'est au groupe encerclé, le groupe Stemmermann, de se frayer un chemin pour terminer le travail. Pour ce faire, von Manstein envoie un message à Stemmermann pour lancer la percée. Le message dit simplement « Mot de passe liberté, objectif Lisianka, 23:00 heure ». Le contact se fait après avoir marché en 2 colonnes sur 7 km. Les blessés non transportables ont été abandonnés avant de pouvoir tenter leur chance. Le général Konev se rend compte de la manœuvre allemande et ordonne à toutes ses troupes disponibles d'attaquer les fuyards. Des unités blindées, de l'artillerie, de la cavalerie commencent alors la traque.
Le général Stemmermann sera tué à cette occasion par un éclat d'obus dans l'arrière-garde chargé de couvrir la retraite. À 6h30, les premiers éléments atteignent Lysianka et la quasi-totalité des unités a fait de même à midi, dans la panique la plus totale. Le reste de la poche est liquidé par l'armée rouge et les Allemands se retirent définitivement le 19 février, considérant que personne ne pourra plus jamais sortir de la poche. Conclusion, en plus d'avoir eu une bataille sans pitié, nous avons assisté à une bataille de chiffres au profit de la propagande. En effet, pour les Allemands, 40 000 soldats ont réussi à évacuer la poche, sur les 60 000 de départ, dont certains ont pu être évacués par les airs. Alors que les soviétiques avancent des pertes allemandes allant de 52 à 57 000 soldats, pour 11 à 18 000 prisonniers, sans pour autant préciser le nombre de leurs pertes, qui s'élèverait a priori à 24 300 tués ou disparus et plus de 56 000 soldats blessés. Le résultat reste indéniable, nette victoire pour les soviétiques ayant mis hors de combat des dizaines de milliers d'Allemands, soit blessés, soit hors de combat psychologiquement tellement ils ont eu peur de rester coincés dans la poche. Le matériel lourd a été abandonné sur place, permettant aux soviétiques d'avancer de nouveau très rapidement vers l'ouest. Les officiers pouvaient porter deux types d'uniformes, un en gabardine pour les sorties ou les bureaux, et l'autre uniforme était pour le terrain, et était donc réalisé en drap de laine. Les officiers pouvaient mixer des éléments de la troupe et des éléments spécifiques d'officiers pour aller au combat, selon les stocks et aussi leur confort. Une paire de bottes d'officier était moins pratique qu'une paire de bottes destinées à la troupe par exemple. Libre à vous d'adapter vos équipements en fonction de votre arme, de votre grade et de vos responsabilités. Le pantalon en laine d'officier a une coupe type culotte de cheval et comporte des lacets sur les flancs des mollets afin de maintenir le pantalon contre le mollet, facilitant le port des bottes à tige haute destinées aux officiers qui vont être plaqués contre le mollet. Une martingale se trouve à l'arrière pour un premier réglage à la taille et des boutons seront utilisables pour le port des bretelles, qui seront vivement conseillés car il n'y a pas de passant pour y fixer une ceinture. Deux poches seront placées sur les flancs, deux poches seront situées sur les fesses et une petite poche est située sur l'avant droit destinée à y placer une montre à gousset par vieille tradition du siècle précédent. Il existait plusieurs types de bottes pour officiers, ceux-ci ayant plus de liberté que la troupe dans le choix de leur équipement, mais les bottes d'officiers avaient en grande majorité des semelles lisses, plus pratiques pour les bureaux. Il était donc courant que des officiers récupèrent des bottes de la troupe lorsqu'il fallait prendre part à un assaut, les bottes de la troupe étant cloutées, ce qui peut éviter de se ridiculiser devant tous ses subordonnés en glissant sur de la terre mouillée. Les bottes de troupe étant plus basses que les bottes d'officiers, il est donc normal de voir le lacet de serrage du pantalon, ainsi que, de temps en temps, la base du pantalon réalisée en satin. La chemise M43 est arrivée, comme son nom l'indique, en 1943. Elle est inspirée de la chemise utilisée par la Luftwaffe et par l'Afrika Korps et permettait d'éviter le port du faux col. Ce faux col était destiné à protéger le cou des frottements du col en laine de la vareuse, les chemises précédentes n'ayant pas de col. Elle comporte deux poches sur l'avant, permettant de placer les effets personnels et des papiers type Solbourg. Autour du cou, nous retrouvons la plaque d'identité, élément indispensable pour permettre d'identifier le soldat si celui-ci venait à mourir. La plaque était en deux parties, une devait être prélevée pour l'administration, l'autre devait être conservée sur le cadavre pour identifier le corps. Notre officier porte une montre spécifique de la Luftwaffe, mais il a pu l'échanger auprès d'un de ses amis pilotes contre une montre soviétique. La vareuse d'officier M41 était réalisée en drap de laine, doublée en satinette. Il était toutefois possible de trouver des officiers avec des vareuses de troupes, montées avec des insignes d'officier. La vareuse M41 se différencie de la vareuse d'officier précédente avec ses 6 boutons, contre 5 auparavant. La vareuse d'officier M41 se différencie de celle de la troupe par son col plus haut. Elle dispose de 4 poches et les rabats de poche ont des pointes aux extrémités, contrairement aux poches de la troupe. Une doublure est présente à l'extrémité des manches. Elle ne dispose pas de crochet aux hanches, ce qui pouvait poser des problèmes lorsque le ceinturon était bien chargé. Le grade est indiqué sur ses pattes d'épaule. Notre officier est donc Oberleutnant, ou lieutenant en version française. Sur la poitrine droite, nous retrouvons un aigle de poitrine brodé sur fond vert bouteille, spécifique des officiers. Les Litzen sont toujours présents sur le col, mais en version officier. Ils sont plus grands que pour la troupe classique, ils comportent toujours la Waffenfarbe, et ils sont cousus sur un fond vert bouteille également. La croix de fer seconde classe est ici en rappel, sous forme de ruban. Et enfin, 2 médailles se trouvent sur la poche. La croix de fer première classe, décernée pour bravoure, et l'insigne de combat d'infanterie en version argent, pour avoir participé à 3 attaques d'infanterie ou un combat au corps à corps. C'est en 1935 que la Schirmmütze, spécifique pour les officiers, apparut. 2 versions furent développées, une en laine et une en gabardine pour la tenue de sortie. Nous retrouvons la Waffenfarbe sur le dessus de la casquette, ainsi qu'encadrant le bandeau vert foncé. L'aigle peut être en métal, comme ici, ou sous forme d'un insigne brodé de fil d'argent. L'insigne central est, quant à lui, brodé. Des feuilles de chêne encadrent une cocarde tricolore. Une fausse jugulaire en fil tressé argenté est placée sur la visière noire. À l'intérieur, une bande de cuir servira de bande de transpiration.
évitant ainsi d'abîmer la casquette et la tête du soldat avec les frottements. Les officiers pouvaient choisir leur coiffure sur le front comme à l'arrière. Il pouvait arriver qu'ils choisissent le calot M38 en version spécifique pour les officiers, à savoir avec l'aigle et sa croix brodée à l'avant et une cocarde tricolore réalisée en fil de canetille. La Waffenfarbe sera placée sur l'avant et une tresse argentée sera installée sur l'avant et sur le pourtour du sommet du calot. Mais le calot étant considéré comme peu pratique par temps froid, il fut décidé en 1943 de le transformer en casquette avec une visière, avec un rabat boutonné à l'avant qui permettait de se porter comme une jugulaire afin de protéger les oreilles du froid et du vent. Nous retrouvons les mêmes types d'insignes que sur la calot M38 avec l'aigle et la cocarde tressée, mais cette fois-ci sous forme trapézoïdale. La Waffenfarbe a été enlevée et nous retrouvons la tresse argentée sur le sommet de la casquette. Une visière a été ajoutée, s'inspirant du modèle prévu pour les Gebirgsjäger, mais rallongée. Chaque soldat pouvait disposer d'un manteau pour permettre de se protéger contre le froid. Il dispose de 2 rangées de 6 boutons et 2 poches sont situées sur les flancs, obliques avec un rabat non boutonné. Des passants et des boutons sont placés sur les épaules pour y accueillir des pattes d'épaule. Ce manteau pouvait être utilisé autant par la troupe que par les officiers. Ici nous retrouvons les grades de lieutenant sur les épaules. Une poche se retrouve à l'intérieur, sur le pan de gauche, permettant de placer des cigarettes ou un portefeuille. Une martingale se retrouve à l'arrière, elle est cependant mal ajustée sur cette reproduction de manteau, bien que celui-ci soit à ma taille. Le col est ici de couleur vert, rappelant le col utilisé par les vareuses M36. Une version M40 et M42 du manteau furent fabriquées ensuite, mais notre officier a gardé sa version début de guerre. Le col est doté d'une patte en laine avec une boutonnière sur le revers, qui servira à être fixée sur un bouton sur le revers du col opposé pour permettre de remonter le col devant la bouche du soldat pour le protéger du froid. Notre officier étant soumis à des températures extrêmes sur le front de l'Est, il a choisi de porter des gants en laine gris, ainsi qu'une écharpe en laine grise également, et un tour de cou à placer sous le menton et sur la tête. Tous ces éléments proviennent de stocks d'Allemagne de l'Est et peuvent encore se trouver facilement. Il fut fabriqué des chapkas en fourrure de lapin en assez petite quantité, sur lesquelles des insignes métalliques de Schirmmütze auront été placés. Elle était employée par grand froid, lorsque les soldats ne récupéraient pas les chapkas sur les corps des camarades tombés. Elle dispose de 2 rabats, qui seront attachés sur le sommet de la chapka, mais qui peuvent s'attacher sous le menton, de manière à protéger les oreilles et le cou du froid. Il s'agit ici d'une reproduction en poil synthétique. Lorsque les températures descendaient en dessous de -10, les soldats pouvaient accumuler les couches pour rester au maximum au chaud. Alors il était possible de porter une parka par-dessus le manteau. En revanche, ne comptez pas aller au combat avec cette configuration, surtout si votre parka est aussi épaisse que celle-ci, car votre mobilité au niveau des bras en sera grandement réduite. Mais portée sans le manteau, cette parka fut très appréciée des soldats, car plus pratique que le manteau, avec une capuche qui pouvait se placer par-dessus la coiffure, et surtout qui était réversible, permettant son utilisation autant en climat tempéré qu'en période de neige. Des boutons sont disposés sur les manches afin d'accueillir des bandes de bras amovibles de couleur pour identifier des groupes et ou sections. Notre officier n'en porte cependant pas, le camouflage pouvant se révéler compliqué avec une bande rouge sur le bras. Elle dispose de boutons grainolés gris sur le côté gris et en plastique blanc sur le côté blanc. Les poches sont accessibles des 2 côtés et la ceinture peut se placer d'un côté ou d'un autre grâce à des ouvertures. Un pantalon assorti utilisant le même principe peut être porté. Une version camouflée fut développée ensuite à partir de 1943, remplaçant progressivement la version grise. Le Stahlhelm modèle 42, comme nombre d'entre vous l'appelleront, n'a jamais existé à proprement parler. Il s'agirait plutôt d'un casque M35 modifié 42, l'armée allemande n'ayant jamais changé sa manière d'appeler le casque M35. Sa principale caractéristique est de ne pas avoir un bord replié comme sur les modèles précédents, et des évents d'aération bombés à la presse. Disponible en 8 tailles de coque, attention à faire la conversion entre la taille de coque et la taille de serre-tête. Il est ici camouflé en blanc pour correspondre au paysage enneigé. En effet, en 1941 a été distribué de la peinture blanche lavable à l'eau pour permettre de camoufler les casques. Pour l'enlever, il suffisait de brosser énergiquement avec de l'eau. Conclusion, aucun casque original aujourd'hui ne peut avoir un revêtement blanc original qui soit durable. Ce modèle M42 n'a qu'un seul insigne, le blason tricolore ayant été abandonné en mars 1940. Ceci dit, l'aigle sera supprimé des usines de fabrication après le 28 août 1943. L'équipement transporté par un officier sur le terrain peut être très variable et pourra être modifié et adapté selon ses besoins et envies. L'ajout d'un breulage lourd est en effet logique, mais pas forcément vu à outrance, les officiers n'ayant bien souvent que leur ceinturon.
Le ceinturon d'officier se différencie avec sa boucle, composée de 2 ardillons. Certains officiers pouvaient privilégier le ceinturon de la troupe, plus épais et donc plus disposé à transporter de l'équipement lourd. Sur le côté droit, nous retrouvons un porte-carte en cuir noir, permettant de transporter des documents tels que des cartes, des ordres ainsi que du petit matériel, tel une boussole, un stylo, une règle. Sur le flanc arrière droit, le sac à pain servira à transporter les vivres, pour pouvoir tenir quelques jours sans approvisionnement. Ce sac servira à supporter la gourde M31, composée d'un bidon de 75 centilitres, d'une housse en feutre, d'un quart en alu et d'une sangle avec crochet. Sur l'autre anneau du sac à pain sera glissée une gamelle M31, composée de 2 éléments, solidarisés par une sangle rapide noire. Sur le flanc gauche de notre officier, nous trouvons un holster en cuir souple noir. Un chargeur supplémentaire de 8 cartouches sera transporté à l'avant de l'étui. Il contient le Walther P38, pistolet réglementaire venant remplacer le Luger P08. Conçu en 1938, d'où le nom, il fut fabriqué en grande quantité à partir de 1940. En 1944, le coût de fabrication d'un P38 était de 14 $, lorsqu'un Luger coûtait presque 20 $. Il s'agit ici de la version Airsoft développée par WE, vous trouverez le lien de la review dans la description. Notre officier transporte 2 porte-chargeurs de MP40 réalisés en toile avec des fermetures en cuir. Les officiers pouvaient prendre la liberté de ne transporter qu'un, le porte-carte et l'étui de pistolet étant déjà assez volumineux sur le ceinturon. Mais le port de 6 chargeurs de MP40 garantissait une plus grande autonomie au combat, chaque chargeur ne faisant que 32 cartouches. Le brûlage lourd en Y sera accroché au ceinturon par un passant muni d'un crochet. Il permet de maintenir l'ensemble à la taille, la vareuse et la parka n'étant pas dotées de crochets pour aider à transporter tout ce matériel. Comme tous les soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale, notre officier transporte un étui de masque anti-gaz en tôle permettant de transporter le masque à gaz M38. Il est attaché par une sangle à passer en jugulaire sur l'épaule et un petit compartiment dans le couvercle de la boîte permettait de transporter des verres de rechange. Le masque à gaz pouvait être porté sans filtre pour se protéger le visage du froid. Les jumelles 6x30 étaient les jumelles réglementaires de l'armée allemande. Une patte en cuir permettait de les fixer à un bouton de la vareuse, de manière à éviter des accidents lorsqu'il fallait se pencher en avant. Elles n'en sont pas dotées ici. Un capot pouvait également venir protéger les optiques, mais il était peu pratique à transporter. Les jumelles étaient distribuées aux officiers et à certains sous-officiers. Une boîte en cuir pouvait être transportée au ceinturon pour les ranger. Le MP40 ou Machine on Pistol 40 est un pistolet mitrailleur chambré en 9x19 mm. Il est une évolution du MP38 pour le rendre plus facile à fabriquer. Plus de 1,2 million de MP40 seront produits pendant la Seconde Guerre mondiale et fut très apprécié des Alliés sur le front européen. Le MP40 utilise des chargeurs droits de 32 cartouches installés en quinconce, ce qui pouvait poser des problèmes car cela provoquait parfois des blocages qui pouvaient être gênants. Une chargette était rangée dans les porte-chargeurs afin d'aider au remplissage manuel des chargeurs. Un ergot était situé sous l'arme pour servir d'appui lors de l'utilisation par une fenêtre ou depuis un véhicule par exemple. Une crosse rabattable était réalisée en acier avec une plaque de couche mobile, de manière à passer sur un format compact ou déployé pour un tir à l'épaule plus facile. La portée pratique était de 200 mètres et une hausse rabattable permettait de viser de 100 à 200 mètres. La cadence de 400 à 500 coups par minute constituait une bonne arme plus précise que la Thompson. Il s'agit ici d'une reproduction de la marque Tonix sur laquelle un camouflage neige a été appliqué, comme cela pouvait se retrouver sur le front de l'Est. Les officiers pouvaient adapter leur équipement en fonction de leur rôle ou de leur armement. Ainsi, le port du brûlage lourd n'était pas obligatoire, et c'est l'aspect pratique qui a été choisi ici. Les 6 chargeurs à transporter et le P38 constituant une charge assez importante à transporter. Une fois la neige fondue, il était possible, en quelques manipulations, d'enlever le camouflage blanc et de retourner la parka. Les MP40 étaient généralement distribués aux chefs d'escouade et aux chefs de peloton, tandis que le reste de la troupe était doté de Moser 98K. Les officiers pouvaient choisir leur arme, et il était donc logique que notre officier les prise en dotation pour mener des assauts. La gamelle n'était pas obligatoire du tout sur le sac à pain, cette dernière pouvait être conservée avec le reste du pactage au QG, mais cela reste plus pratique pour manger sur le terrain avec ses hommes. Le sac à pain contiendra les couverts, le réchaud S-bit et des denrées alimentaires. L'étui de masque à gaz était, quant à lui, très utile, surtout en milieu froid. Les soldats pouvaient porter le masque sans les cartouches pour se protéger du froid, surtout pendant leur sommeil. Concernant la coiffure, la Schirmmütze était privilégiée et certains officiers pouvaient avoir un grade cousu sur les bras de la parka. Mais ces éléments faisaient de ces officiers une cible prioritaire pour les tireurs d'élite. Sur le front de l'Est, les Allemands ont pu faire la connaissance assez rapidement d'une arme révolutionnaire, la PPSH-41, surnommée Papacha. Elle était réputée pour moins s'enrayer que le MP40 et être plus efficace à courte portée. Contrairement au MP40, elle comporte un sélecteur de tir pour tirer en semi-automatique ou en rafale. Sa protection autour du canon permettait d'éviter au maximum de se brûler les mains avec un tir soutenu, protection qui n'existait pas sur le MP40, ce qui pouvait provoquer de graves brûlures. Le chargeur camembert, caractéristique de cette arme, pouvait contenir 71 cartouches, mais son remplissage n'était pas aisé. Ainsi fut développé, en 1842, des chargeurs courbes de 35 cartouches. Il fut développé environ 6 millions de PPSH, certaines usines pouvant sortir jusqu'à 3000 exemplaires par jour.
Elle utilisait des cartouches de 7,62 par 25 et avait une portée pratique comprise entre 125 et 150 mètres pour une cadence de 900 coups par minute. Certains soldats préféraient le manteau, plus efficace contre le vent que la parka. Il n'était cependant pas conçu pour le combat, les pans du manteau pouvant gêner lorsque le soldat a un genou à terre ou qu'il est allongé. Le brelage est porté par-dessus pour qu'il soit plus confortable à porter et rapidement accessible. La Schirmmütze est ici portée à la place du casque car notre officier n'est pas directement sur le front. Le brelage lourd est une nouvelle fois porté, mais celui-ci n'est qu'optionnel. A noter que notre officier a conservé ses porte-chargeurs de MP40, bien qu'il ait la PPSH 41. Donc son arme de dotation, le MP40, ne doit pas être bien loin, car il n'a pas de chargeur de rechange à porter. Nombre d'officiers choisissaient de laisser de côté les bottes réservées à leur rang, pour privilégier les bottes classiques des hommes de la troupe, les bottes d'officiers n'ayant pas forcément un cloutage et étant plus classe que les bottes troupes. Celles-ci ont pas mal dégusté au fil des années, perdant le cloutage sur certains endroits. Il s'agit de bottes après-guerre, ressemelées et cloutées. Les officiers ont disposé, à partir du 1941, d'une tenue en laine permettant une meilleure résistance au combat, un meilleur confort, sans pour autant perdre la stature de l'uniforme que portaient les officiers. Ainsi, nous retrouvons une culotte de cheval avec des bas de manches en satin, le tout avec un lacet sur le flanc pour faciliter l'insertion dans les bottes. 2 poches sont situées sur les côtés, 2 poches à l'arrière et une poche à l'avant pour mettre une montre à gousset. Le port des bretelles est vivement conseillé, ce pantalon ne pouvant pas recueillir de ceinture. Apparue dans la Heer à partir de 1943, la chemise M43 fut demandée car plus pratique que le pull précédemment utilisé, qui n'avait ni poche ni col. Il permet ainsi l'économie du faux col pour protéger le cou. Elle est réalisée en coton et se ferme au 1/3 sur l'avant. Attention à la longueur, il est normal que la longueur totale soit plus longue que nos chemises classiques. Basez-vous sur le tour de poitrine et la longueur des bras au moment de faire votre commande. La plaque d'identité du soldat est ici placée par-dessus, ainsi qu'une montre spécifique de la Luftwaffe, mais utilisée ici volontairement par notre officier. La vareuse d'officier version laine est apparue en 1941, d'où l'appellation modèle 41. C'est à cette période que les vareuses sont passées à 6 boutons, contre 5 précédemment, et les pattes sur les côtés des rabats de poche ont été conservées depuis la version précédente. Elle comporte 4 poches sur l'avant, qui disposent d'un soufflet. Les boutons grénelés sont de couleur alu, mais des boutons peints pourront être retrouvés. Un faux col est disposé à l'intérieur du col vert, mais celui-ci n'était pas obligatoire. Sur la boutonnière, nous retrouvons la croix de fer seconde classe, complétée par la croix de fer première classe sur la poche, et l'insigne d'assaut argent à ses côtés. Les grades sont disposés sur les pattes d'épaule. Oberleutnant ou lieutenant en français. Les Litzen et l'aigle de poitrine sont spécifiques des officiers, car brodés sur fond vert bouteille. Les officiers pouvaient disposer de plusieurs coiffures. Tout d'abord, la Schirmmütze typique des officiers, avec sa visière noire, sa bande verte et le fond Felgrau. Le calot M38 est apparu en 1938 et fut remplacé par la casquette M43. Le calot dispose d'un liseré aux couleurs de la Waffenfarbe sur l'avant et de 2 liserés argentés, symbolisant le rang d'officier. Des insignes brodés en fil d'argent viennent se placer sur l'avant. Il était difficile de se protéger les oreilles avec cette coiffure, d'où l'apparition de la casquette M43, basée sur le calot M42, donc avec des boutons devant, sur lequel une visière aura été rajoutée. Le manteau M37 était destiné à protéger du froid tout soldat au front et était transporté autour du tornister ou de Stungepack de manière réglementaire. Il est fait en laine et comporte 2 poches extérieures et une intérieure. Des passants et des boutons sont disposés sur les épaules pour porter les grades du soldat. Il était possible pour les officiers d'acheter leur manteau spécifique chez les maîtres tailleurs, mais il aurait été dommage de le prendre en zone de combat et risquer de l'abîmer. Ainsi, il était plus facile de se doter du manteau de la troupe en laine. Plusieurs modèles viendront succéder au manteau M37 qui perdront la couleur verte du col. Pour se protéger du froid, les soldats pouvaient utiliser tous les moyens adéquats. Parmi eux, nous retrouvons des gants, une écharpe et un tour de cou, tous en laine. Le tour de cou protégera les oreilles, l'écharpe protégera le cou et la bouche, et les gants protégeront les mains. Pour compléter cet ensemble, une chapka sera produite en utilisant une base de calot, sur laquelle auront été ajoutés des pans avec de la fourrure en poil de lapin. Les insignes récupérés de la Schirmmütze sont placés à l'avant, pas forcément visible à cause de la fourrure touffue. Un petit lien permet d'accrocher les pans sur le dessus, mais sert également de jugulaire pour maintenir les pans contre les oreilles une fois ceux-ci déployés. Certains soldats préféraient la parka, plus facile à utiliser au combat, plus efficace en camouflage, mais qui ne protège pas les jambes et qui peut gêner les mouvements tellement elle est épaisse. Il s'agit ici d'un modèle début de guerre ayant un côté gris et un côté blanc. Le camouflage Splinter apparaîtra dès 1943. Elle dispose d'une capuche pouvant protéger également le couvre-chef et se ferme à l'aide de boutons granulés d'un côté et en plastique blanc de l'autre. Les 2 poches latérales sont également accessibles des 2 côtés. Une ceinture permet un serrage à la taille et le système est étudié pour pouvoir utiliser cette ceinture des 2 côtés de la parka. Pour compléter le camouflage blanc, le casque M42, dernière version du Stahlhelm M35, viendra compléter la collection de coiffures possibles pour notre officier. Il s'agit d'un casque classique sur lequel un camouflage blanc a été apposé.
La manipulation originale est réversible facilement, il suffit de frotter avec de l'eau. Ici, il s'agit d'une peinture apposée par le fabricant, il serait donc dommage de l'enlever. Le breulage que porte notre officier est très chargé au regard de son rang, mais il a choisi d'être un combattant plutôt que d'être un donneur d'ordre. Un ceinturon spécifique pour les officiers portera une paire de porte-chargeurs de MP40, un holster contiendra le pistolet Walther P38, ici un airsoft retravaillé. Un breulage lourd viendra supporter l'ensemble, l'absence de crochet sur les vêtements pouvant devenir problématique avec un tel poids. Un porte-carte en cuir noir est ici placé sous un des porte-chargeurs. Un sac à pain viendra supporter une gamelle M31 et une gourde M31 composée d'un bidon de 75 centilitres, d'une housse en feutre, d'un quart en alu et d'une sangle avec crochet. Tout officier qui se respecte se doit d'avoir une vision globale du champ de bataille et de la position de ses propres troupes. Pour ce faire, les jumelles sont indispensables. Ici de la marque Dinsglass en modèle 6x30. Une sangle permettra de transporter les jumelles autour du cou et il sera possible de mettre un capot de protection pour les lentilles, ainsi qu'une plaque de fixation pour accrocher sur un bouton de la vareuse ou de la parka. Ces deux derniers éléments sont volontairement absents ici. Le masque à gaz M38 sera contenu dans un étui réalisé en tôle, à passer en bandoulière à l'aide d'une sangle en toile. Cet étui sera porté tout au long de la guerre, soit pour transporter le masque anti-gaz, soit pour transporter d'autres choses qui ne trouveront pas leur place dans le sac à pain, mais ceci de manière officieuse. Un petit compartiment se trouve dans le couvercle pour les verres de rechange. Le MP40 était une arme polyvalente, très appréciée des soldats, permettant une bonne précision pour une cadence permettant de contrôler le tir. Sa crosse rabattable en faisait un outil maniable autant dans les bâtiments que dans les véhicules ou encore en forêt. Il n'était cependant pas recommandé d'utiliser le chargeur comme poignée, favorisant les enrayages. Il faut la tenir par le puits de chargement ou par les poignées latérales, réalisées en bakélite. Il s'agit d'une réplique d'Onyx, vous retrouverez le lien de la review dans la description de cette vidéo. Lorsque les Allemands le pouvaient, ils ne se privaient pas pour se saisir d'armes de prise et récupérer dès que possible la PPCH-41, plus efficace à courte distance que la MP40, et réputée pour moins s'enrayer, ce qui fut réellement le cas une fois les chargeurs courbes développés en 1942. Fabriquée en très grande quantité, elle dispose d'une bretelle en toile et en cuir. Il s'agit ici d'un modèle original neutralisé avant 2016, parfaitement légal donc. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier Helm Fabric pour son aide apportée à cette vidéo. Encore une fois, retrouvez le lien de la boutique dans la description. Si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Tipeee, cela vous permettrait de me soutenir autant sur le fond que sur la forme de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, d'uniformes ou de VIP. Salut! Si toi aussi tu veux pécho les filles de ta région, utilise un tour de cou. Je suis trop beau. Tu verras, c'est génial.